Free audio post-production by alphonic.com. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Clés du piano ou le podcast Apprendre à jouer du piano. Je voulais aujourd'hui vous faire un petit point sur là où j'en suis. Alors, les personnes qui me suivent sur la newsletter savent un petit peu où j'en suis. Je suis en train de préparer une prestation pour la fête de la musique et je trouvais intéressant ce matin de vous parler un petit peu de comment je m'y prends et d'aller un petit peu plus loin que tout ce que j'ai dit déjà sur ma newsletter. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que ça vous permet justement d'avoir des contenus exclusifs que vous n'avez pas par ailleurs et des choses écrites sur lesquelles vous pouvez revenir régulièrement dans votre boîte mail. Et là, je vais aller un petit peu plus loin pour vous expliquer un petit peu déjà où j'en suis et comment je m'y prends pour gérer un tel challenge, puisque je rappelle, comme je le disais dans la newsletter, que au départ j'étais censée jouer 2 heures, en tout cas c'est ce que j'avais compris, et ensuite j'ai su qu'en fait il fallait que je joue absolument toute la journée, ce qui n'est pas du tout la même prestation, et bien évidemment on ne peut pas considérer ça comme un concert, mais plutôt comme une prestation d'animation, où il va falloir qu'il y ait peut-être des moments forts et des moments un petit peu moins forts, parce qu'on peut pas remplir la tête de tout le monde dans un centre commercial, même si c'est un très beau centre commercial à Bordeaux, avec des très très belles boutiques et un bel endroit, quoi. C'est vraiment chouette, mais malgré tout, c'est pas une salle de concert, donc l'acoustique, je maîtrise pas bien, donc il va falloir quand même faire attention à ce qu'on fait, et c'est quand même de toute façon pas du tout le cadre, c'est ni le moment ni l'endroit de faire un concert magistral avec des pièces difficiles, etc. Et de toute façon, ça n'est pas humainement possible de tenir toute la journée, en tout cas moi j'en suis absolument pas capable de tenir toute la journée sur tout un répertoire difficile, vraiment de mon niveau pianistique. Donc je vais j'ai changé complètement ma façon de voir. C'était déjà pas le cas au début, je voulais pas faire un concert, mais je voulais quand même avoir essentiellement des pièces qui mettent en valeur mon jeu et qui soient un peu grandioses. Et là, finalement, on va partir sur une autre idée, qui est de faire des moments un peu doux, des moments plus enjoués, des moments romantiques et des moments un peu grandioses aussi, mais avec des pics, des moments moins difficiles, des plus difficiles, et surtout pour que moi je puisse tenir sur la durée et arriver à la fin de la journée pas complètement épuisée ou avec une tendinite en préparation. Voilà. Donc j'ai posé un petit peu le cadre. Maintenant, comment je m'organise avec tout ça, sachant que la priorité dans ma tête, c'est que finalement je puisse tenir jusqu'au bout, mais aussi la préparation. C'est-à-dire que la préparation, c'est toute une organisation à avoir pour monter progressivement, comme je le disais dans ma newsletter, progressivement le temps de jeu, parce qu'il est bien évident qu'on ne passe pas de 1 heure de travail. Alors avant toute cette histoire, avec, si vous voulez, tout ce que j'ai à faire pour l'entreprise, les clés du piano, tout ce que j'ai à fournir comme accompagnement pour les personnes qui sont dans Piano-Me, les formations à créer, les multiples choses que j'ai à gérer. En général, je joue entre 1 heure et 2 heures. Donc en moyenne, on va dire 1 heure et demie par jour dans cette période de vie. C'est très variable selon les périodes de vie, mais voilà, là j'en suis à peu près là, j'en étais à peu près là, et bien sûr on ne passe pas de 1 heure et demie de travail, en tout cas de jeu pianistique,
à d'un seul coup une journée entière. Donc ça se prépare. Donc j'ai entamé, et ça je l'ai bien expliqué en détail, donc je vais pas revenir dessus, mais dans ma newsletter, j'ai entamé progressivement une montée en durée de jeu. Sachant qu'attention, de la durée de travail, c'est pas la même chose que la durée de jeu. La durée de jeu est quand même moins prenant sur le plan physique, au niveau des doigts, etc., puisque on joue des passages plus ou moins difficiles, alors que quand on travaille, quand on répète, on va prendre des passages spécifiques et on va bien sûr travailler en priorité les passages les plus difficiles. Donc forcément, un temps de travail est plus prenant et plus fatigant qu'un temps de jeu. Donc bien sûr, je vais pas travailler progressivement et de plus en plus longtemps toute la journée jusqu'au jour J, parce que d'abord je vais m'épuiser et c'est pas le but en réalité. Mais je pense augmenter progressivement mon temps de jeu jusqu'à 3 heures, on va dire, mon temps de travail, pardon, jusqu'à 3 heures à peu près, pour pouvoir, en gros, le jour J, avoir un temps de jeu qui est impactant pour mes doigts et pour ma concentration de à peu près 3 heures réparties dans la journée, voyez, vous prenez l'idée, et entre plein de moments où je ne fais que du déchiffrage tranquille, enfin de pièces que j'ai travaillées, mais de pièces de déchiffrage douces et tranquilles, des moments où carrément j'improvise, comme ça j'ai même pas besoin de partition, où je fais un peu de la musique d'ascenseur, et où du coup je me repose, voyez. Donc, je monte progressivement mon temps de travail, mais aussi j'organise progressivement tout le répertoire qu'il faut avoir, parce que même si j'aurais des temps d'improvisation, j'aurais aussi besoin quand même de pas mal de matière en ce qui concerne du répertoire. Donc, j'ai assemblé beaucoup de morceaux. Je suis en capacité d'avoir à peu près dans les doigts une centaine de morceaux, en comprenant donc les morceaux de mémoire, complètement de mémoire, et que je maîtrise, et les morceaux, et donc qui sont difficiles un peu pour moi, et les morceaux aussi en répertoire de déchiffrage. Qu'est-ce que j'appelle le répertoire de déchiffrage ? C'est des morceaux que j'ai dans mon iPad, dans l'application ForScore, et dans une grande liste, et où je peux juste jouer la partition en le déchiffrant. Voilà, parce que c'est pas trop difficile pour moi et ça fait plusieurs fois que j'ai travaillé dans ma vie depuis des années ces morceaux-là, donc j'y sont à peu près disponibles, on va dire. Mais je les connais pas du tout de mémoire. J'ai absolument besoin de la partition. Voilà, donc il va y avoir une oscillation entre mémoire et partition et on va en parler justement après. Ça m'intéresse de vous en parler de ce sujet, c'est important. Alors, pour m'organiser pour le répertoire, comment je m'y prends ? J'ai 3 grands tableaux. Maintenant, on va aller dans le concret. J'ai 3 grands tableaux sur une application, un logiciel qui s'appelle Notion, pour ceux qui connaissent, Notion, qui est un service que je recommande et en même temps je le recommande pas, pour plusieurs raisons, parce que il est difficile à prendre en main. Enfin, il n'a pas l'air difficile comme ça quand on le prend, mais si vraiment on veut travailler sur des tableaux complexes, etc., c'est vraiment très long de prise en main, c'est pas évident. Il y a vraiment un temps d'apprentissage. Je referme cette parenthèse, mais en gros, donc ça fait 3 grands tableaux. Un grand tableau qui est en fait sous forme de liste de morceaux, donc tous les morceaux sont dedans. Et dès que je pense à un morceau, je l'ajoute. Et il y a un autre tableau qui est la liste des parties, mais l'analyse des parties des morceaux. Donc chaque élément de cette liste, c'est une partie des éléments de la première liste, enfin des morceaux de la première liste, avec toutes les données analytiques. C'est pour ça que c'est plus qu'une liste, c'est quand même un tableau
avec des données de type analyse, enfin les tonalités, les accords, le rythme, voilà. Et ensuite, le troisième tableau, c'est la liste des passages à travailler. Alors, l'avantage de Notion, c'est que je peux relier tous les tableaux et les articuler entre eux. Je m'étends pas là-dessus, mais ça me permet vraiment de basculer d'un tableau à l'autre très facilement. Pour ceux qui connaissent Excel ou Google Sheet ou équivalent, tout ce qui est logiciel de tableur, on peut aussi arriver à relier les tableaux entre eux, etc. Bon. Mais pour arriver à un tel challenge, en fait, il n'y a pas le choix. Là, il faut sortir les gros outils que les entreprises globalement utilisent, si vous voulez, les entreprises autres que tout ce qui est musique, etc. Enfin, les outils d'organisation, de gestion de tâches, de gestion de données, en fait, il faut les sortir aussi pour nous quand on est dans de telles contraintes, si vous voulez. Ça peut me servir à quoi de faire tout ça? C'est au jour le jour, ça me permet en fait quand j'arrive au piano, de savoir exactement quelles sont les priorités. Voilà, donc j'arrive le matin, je sais que hier ou avant-hier, j'ai travaillé ça. Je connais aussi les choses que j'ai déterminées hier, avant-hier, qui étaient prioritaires, c'est-à-dire j'ai classé tout par priorité. Donc toutes mes données sont classées par, voilà, là ça va à peu près, là par contre ça va pas du tout, voilà, là c'est difficile, là ça l'est pas difficile, etc. Là ça a besoin de travail, pas besoin de travail. Tout est classé aussi par tonalité, et on verra plus tard, je vais vous expliquer pourquoi c'est important pour moi. Voilà, donc ça me permet au quotidien de m'organiser, et ça me permet aussi, pour ce qui est de l'ordre des morceaux, ça j'en ai parlé dans la newsletter, c'est important de faire suivre les morceaux par tonalité. Donc de dire, voilà, là, tel morceau, ça sera qui est en do majeur, voilà, pouvoir bien s'enchaîner avec un autre morceau en la mineur, par exemple, ou un autre morceau en sol majeur, parce que ça suit dans le cycle des quintes. Enfin, voilà, je vais pas rentrer dans le détail sur comment on fait suivre un morceau à un autre, comment on construit un répertoire, mais ça fait partie d'une des clés, par exemple. Comment faire suivre harmonieusement les tonalités, mais on peut avoir aussi comment faire suivre harmonieusement les rythmes, etc. Et donc pour ça, sur une centaine de morceaux, comment vous dire que si vous n'avez pas des données quelque part, et donc vous ne pouvez pas classer les morceaux par tonalité, par rythme, par durée, etc., ça va être très compliqué. Mais aussi par, voilà, c'est un morceau gai, un morceau triste, un morceau romantique, un morceau, voilà, rythmé, un morceau swing. Toutes ces données-là, en fait, doivent être articulées. On doit pouvoir voir les morceaux comme ci, comme ça, etc. pour, quand on est un peu en panne de comment faire suivre les morceaux, pouvoir les regarder. Voyez, ces données. Donc évidemment, pour vous, vous dites, mais pourquoi elle me raconte tout ça? Bien évidemment que je sais que la plupart d'entre vous, vous n'avez pas besoin de tous ces outils. C'est juste pour vous dire, voilà, à l'extrême, on a besoin carrément de sortir les gros outils habituels d'organisation qui existent dans notre société actuelle. Mais vous, il n'y a pas besoin d'aller jusque-là. Un tableau tout simple sur un papier ou une liste avec les tonalités peuvent suffire, d'accord? Si vous avez 3 ou 4 morceaux, bien évidemment. Par contre, si les 3 ou 4 morceaux, ils ont plusieurs parties et que ces parties ont des tonalités différentes, ça peut être intéressant pour le travail aussi de le classer par tonalité, par exemple, toutes ces parties. Et si vous avez besoin de travailler par priorité aussi, pour ce que j'appelle les ZAP, ceux qui me suivent doivent bien connaître ça, les zones d'apprentissage prioritaires, eh bien, il y a besoin aussi que vous ayez un moyen, des outils, de les voir, de visualiser quand vous arrivez à votre piano, c'est quoi mes priorités d'hier, mes priorités d'avant-hier, et aussi, c'est quand
que j'ai travaillé pour la dernière fois tel ou tel passage et combien de fois j'ai travaillé tel ou tel passage. Ça fait plusieurs fois que j'en parle sur le blog, sur la chaîne YouTube, dans mes podcasts, dans mes newsletters, dans mes lives. J'en parle régulièrement de tout ça. Mais je sais que la plupart d'entre vous, vous écoutez ça en vous disant oui bon bah ça, ouais, pas très utile. Ou alors vous dites ah ouais ça serait bien puis finalement vous le mettez pas en place. Bon, l'outil c'est à vous de le déterminer en fonction de vos besoins, de vos préférences, etc. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui je partage ça. C'est pour vous montrer l'extrême, parce que bien évidemment là je suis dans l'extrême. Il y a besoin d'une centaine de morceaux, il y a besoin de jouer de 10h du matin à 18h, donc forcément que là, si j'ai pas un gros outil pour ça, au secours. Voilà, donc je vous montrerai si ça vous intéresse. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous m'écoutez sur la chaîne YouTube ou sur le blog. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous partage carrément, que je vous montre en images cette fois, puisque là on est sur un podcast, donc c'est un petit peu abstrait, que je vous montre tous ces tableaux, et puis éventuellement que je vous crée même un modèle peut-être sur Google Sheet, un modèle gratuit sur lequel vous pourriez rentrer vos données. Maintenant je voulais venir sur un autre sujet qui est un peu connexe, mais qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est le sujet du jeu avec partition, parce que vous êtes nombreux à avoir parfois ce type de questions dans les lives, où je vois même dans mes accompagnements dans Pianomi, les gens disent « oui, mais je peux pas jouer de mémoire ». Alors, ils jouent avec partition. Donc, il y a un côté un peu binaire sur « je joue de mémoire » ou « je joue avec partition ». Et en fait, ça n'est pas réel. Pour jouer correctement un morceau, il faut l'apprendre, à le jouer de mémoire. Mais ça ne veut pas dire que vous jouerez pas avec partition. C'est-à-dire que vous savez pas dire que vous n'aurez pas l'anti-sèche sous les yeux. D'accord ? Mais ça s'apprend. Donc je voudrais parler aujourd'hui de ce sujet-là. C'est-à-dire comment jouer avec partition, parce que ça va être mon cas lors de la fête de la musique. J'ai pas le choix. Il y a trop de morceaux. Je peux pas jouer ces 100 morceaux, alors il y en a pas vraiment 100, il y en a 100 disponibles, mais je vais certainement pas jouer les 100. Il y en a 76 pour tout vous dire, qui pour l'instant sont vraiment cochés au programme. Mais il y en a 100 potentiels. Donc vous comprenez bien que sur les 100 potentiels, je ne peux pas jouer de mémoire tout ça, c'est juste pas possible. Donc je vais jouer avec partition. Mais beaucoup de choses sont sues de mémoire. Et je suis sûre que si vous êtes d'un certain niveau, vous savez de quoi je parle. Jouer avec la partition sous les yeux, mais de mémoire, c'est pas évident. Pourquoi ? Parce que des fois, on quitte la partition des yeux, et à un moment, on a un petit doute, on voudrait regarder la partition, on n'a pas forcément tourné la page en plus, bon. et là, on ne sait pas où on est. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Et je voulais juste faire un petit point aujourd'hui là-dessus. Ça se travaille. C'est-à-dire qu'on sait à l'avance qu'on va jouer avec partition, mais pour jouer correctement, on doit savoir le morceau de mémoire. On doit savoir jouer des parties, en tout cas, surtout les parties difficiles de mémoire. Et ça, c'est pas évident. Ça se travaille en amont. C'est-à-dire que vous avez la partition sous les yeux, vous travaillez à apprendre le texte de mémoire. Donc vous l'analysez, tous les outils que je vous apprends régulièrement pour jouer de mémoire. Vous vous entraînez quand même à tourner les pages au bon moment pour avoir toujours sous les yeux la bonne page. Donc c'est important, ça c'est un geste qui se travaille, de tourner les pages. En fonction, en plus, si vous êtes sur partition, sur iPad, enfin sur tablette, et une pédale pour tourner la page aussi, ça c'est encore autre chose. Si ça vous intéresse d'ailleurs ce sujet, il y a une vidéo sur ma chaîne qui parle de ce sujet, de comment tourner les pages avec la pédale, une pédale Bluetooth, hein. Donc là, je vous invite à aller voir dans la description. Je vais m'arranger pour que vous ayez le lien quelque part. Donc cherchez soit dans la description, soit sur la vidéo elle-même. Et donc, il y a besoin de travailler ces gestes pour tourner la page. Il y a besoin de prendre des points de repère éventuellement avec les yeux à des endroits bien précis. Et en tout cas, il y a besoin d'apprendre
la partition de mémoire, dans le sens où à chaque fois que vous jouez, même en regardant vos doigts, vous savez où vous êtes sur le papier. Donc, vous avez régulièrement des points de repère sur la partition. Le début de la partie A, elle est là. Le début de la partie B, elle est là, sur la partition. Donc, vous devez apprendre la partition de mémoire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, que vous jouiez sans partition ou avec partition, déjà, ça se travaille toujours en amont. Et dans les deux cas, vous devez faire travailler votre mémoire. La mémoire de la pièce sans la partition, mais la mémoire aussi de la partition, même si vous la regardez pas. D'accord? Donc, vous n'avez pas le choix, en fait. Pour maîtriser un morceau, vous devez apprendre à jouer de mémoire. De toute façon. Si vous êtes dépendant de la partition, vous ne serez jamais complètement à l'aise et vous n'arriverez pas à entendre totalement ce que vous jouez, vous n'arriverez pas à interpréter totalement ce que vous jouez, etc. Même Alexandre Tarot, ce pianiste très connu qui est un des premiers en tant que pianiste classique à avoir dit haut et fort, moi je jouerai pas de mémoire, enfin en tout cas, je ne jouerai pas sans partition. C'est surtout ça qu'il a dit. Eh bien, même ce pianiste, j'ai assisté à plusieurs de ses concerts. Effectivement, il a la partition sous les yeux, il a un tourneur de page, etc. Bon, heureusement, lui, il a la chance d'avoir quelqu'un qui lui tourne la page, mais ça veut pas du tout dire qu'il ne quitte pas des yeux la partition. Il est tout le temps en train de quitter des yeux la partition. D'accord? Et il sait très bien revenir sur sa partition, il sait exactement où il est tout le temps. Alors, rapidement, parce que déjà le podcast fait déjà une vingtaine de minutes, rapidement je vais vous expliquer un petit peu mes astuces de mémorisation maintenant sur l'ensemble des pièces, parce que vous devez en déduire, ah oui, donc elle nous dit qu'elle est en train d'apprendre à jouer de mémoire toutes les pièces. En réalité, oui et non, mais en tout cas je suis en train de mémoriser déjà toutes les tonalités de tous mes morceaux, c'est-à-dire que je suis en train de m'amuser en permanence à me dire ce morceau-là, ah oui, il est en mi, ce morceau-là, pour pouvoir faire un lien permanent entre tous les morceaux et accrocher tous mes débuts et toutes mes fins. D'accord? Donc, très important, c'est pour ça que ce que je vous ai dit avant est important aussi, c'est vous devez tout le temps pouvoir retrouver très rapidement, même sans la partition, ah oui, ce morceau-là, il est en mi majeur. Ce morceau-là, il est en la majeur, etc. D'accord? Et les parties également. La troisième partie de mon morceau numéro 2, elle est en ré majeur. Et ainsi de suite. Alors, ça suppose un certain niveau, bien sûr. Ici, je parle quand même à des personnes qui ont un certain niveau et pour qui ré majeur, ça fait tout de suite image. Il y a de dièse, le clavier, il est comme ça. Voilà, la tonique, c'est ça, la dominante, c'est ça. Bon, on est bien d'accord que là, il y a quand même un certain niveau à avoir, beaucoup de réflexes à avoir. Mais voilà, mes astuces de mémorisation, c'est s'accrocher aux tonalités de chaque morceau et des parties dans les morceaux. Travailler par partie, bien sûr, en ayant toujours conscience de où je viens, où je pars dans mes parties. Et tout ça, si vous voulez, j'ai un outil pour le gérer. Donc, c'est quelque chose que j'expérimente en ce moment. Je vois que ça fonctionne, c'est-à-dire que j'apprends encore plus vite en ayant beaucoup plus que la partition. Avec une partition, enfin avec un ou deux morceaux qu'on a à jouer, on n'a pas tellement besoin d'autre chose qu'un carnet de notes. Mais quand on dépasse 5-6 morceaux, à mon sens, là, il y a besoin de vraiment beaucoup plus. Et je dirais même même avant, il y a besoin. Mais plus on en a et plus il faut aller dans des outils de masse. et là, pour le coup, moi, j'ai pas le choix. C'est-à-dire que le carnet ne rentre plus du tout en ligne de compte. Le Excel, je sais pas suffisamment bien m'en servir. Je suis sûre que des personnes pourraient m'aider parmi vous pour arriver à peu près à la même chose que ce que je fais sur Notion. Mais l'avantage de Notion, c'est que c'est un peu fait pour moi. Je peux tout articuler et tout vérifier, où que je sois. Dans le bus, je peux savoir tel ou tel morceau. Il est à 2/4, etc. Et rien qu'en retrouvant ces données-là, en fait, comment vous dire ?
Ça me permet de faire plein de liens entre les morceaux et d'avoir un immense morceau dans ma tête, c'est-à-dire mes blocs. J'en ai parlé dans ma newsletter, ma dernière newsletter. J'ai organisé mes morceaux par bloc. Un bloc tranquille et méditatif, un peu minimaliste. Un bloc musique de film. Un bloc swing et un peu joyeux. Un bloc dansant, etc. Et tous ces blocs, c'est comme des grands morceaux où en fait, tout se suit, voilà, je suis en do, je passe en sol, je passe en ré, etc. Et à l'intérieur des morceaux, je sais que dans le morceau, je bascule en sol, je bascule en ré, etc. Pourquoi ? Pour pouvoir faire un fil conducteur. J'ai parlé avec des gens qui travaillent sur la mémoire il y a quelques années. Vous pouvez retrouver ça sur mon blog en tapant le mot-clé mémoire, mémorisation. J'ai assisté au congrès de la mémorisation, etc. Et toutes ces personnes-là vous diront qu'elles ont besoin, pour mémoriser des choses très complexes et beaucoup d'éléments, d'avoir un fil conducteur. Et pour moi, le meilleur des fils conducteurs au jour d'aujourd'hui, je vous dis pas que c'est l'absolu pour tout le monde, mais au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment le fil conducteur de la tonalité. Et comme ça me permet de me dire, voilà, je passe de là à là, puis je vais de là à là, puis de travailler toutes mes fins de morceaux avec mes débuts du morceau suivant, etc. Et d'avoir une grande image dans ma tête de tous ces morceaux-là. Voilà, je peux pas aller tellement plus loin parce que là, je pourrais faire une conférence de 2 heures sur le sujet. Mais je trouvais intéressant aujourd'hui de vous parler de ce sujet-là pour vous montrer l'extrême vraiment par rapport à vos cas à vous et vous montrer que si vous voulez aller dans un répertoire avec un petit peu plus de morceaux, 5-10 morceaux, ce que je vous conseille vraiment de faire parce que c'est comme un petit patrimoine pianistique. Voyez, vous accumulez un patrimoine pianistique. Là, je sais pas comment réinventer un mot pour ça. Mais en tout cas, voilà, vous comprenez l'idée, c'est-à-dire que vous ne travaillez pas toutes ces heures pianistiques. Si vous êtes arrivé jusque-là, à mon avis, c'est que vous êtes un pianiste très motivé dans le podcast. Donc, je sais à qui je parle là maintenant. On est vraiment entre nous. Tous ceux qui travaillent juste comme ça pour le fun, juste 2 minutes par jour, ils ne sont plus là. Donc, entre nous, on peut vraiment se parler franchement et se dire que vous travaillez pas des heures par jour juste pour savoir un morceau. Quelle tristesse, d'accord? Donc vous êtes là pour avoir quelque chose qui vous appartient, un ensemble de petits morceaux que vous pouvez dégainer où que vous soyez, d'accord? Je milite de plus en plus pour ça parce que je vois trop de gens qui s'investissent comme des fous et puis qui finalement finissent par abandonner parce que tout ça pourquoi? Pour même pas arriver à jouer un morceau jusqu'au bout. La plupart des gens qui m'écoutent ont cette problématique-là, déjà ne même pas arriver jusqu'au bout dans un morceau de mémoire. Et puis après, bon, dans mes clients à moi, il y a des gens que je suis, que j'arrive vraiment maintenant à faire aller jusqu'au bout. Donc là, ça c'est bon. Mais maintenant, c'est comment jouer plusieurs morceaux de mémoire et tenir le cap. Et ça, c'est vraiment une joie. Je vous promets, c'est un vrai bonheur de vous dire, maintenant, ça y est, je peux jouer 3 morceaux. Maintenant, ça y est, je peux jouer 4 morceaux dans cet ordre-là. Et puis, en fonction du cadre où je suis, je vais plutôt jouer ces 2 morceaux-là. Et voilà, si je suis parmi mes amis qui ont besoin de faire la fête, je vais plutôt jouer ces 2 morceaux-là. Si je suis avec plutôt des connaisseurs, des amis pianistes, je vais jouer plutôt ces 2 morceaux-là ou ce morceau-là. Et à ce moment-là, en fonction des circonstances, voyez, vous pouvez dégainer tel ou tel morceau. Et ça, c'est vraiment un bonheur. Et vraiment, je vous conseille, vraiment, si vous pouviez entendre juste ce message-là à la fin de ce podcast, de vous offrir ce cadeau. Vous n'avez pas investi. Imaginez toutes les heures que vous y avez passées. Et je sais pas, essayez de trouver, d'estimer combien d'heures vous avez passé. Vous en êtes à combien, là? Vous en êtes à 4000? Vous en êtes à 6 000, vous en êtes à 10 000, vous en êtes à 15 000. Toutes ces heures, vous n'avez pas fait autre chose. C'est pourquoi. Le résultat, il est où? Vous arrivez à faire quoi là aujourd'hui? Si je vous dis, vas-y, joue, vous jouez quoi? D'accord? Et ça, ce ratio, moi, c'est ma mission de plus en plus. Je me rends compte que je suis là pour ça. Pour vous dire, ce ratio
tant résultat, il faut que vous exigiez de vous et des professeurs qui vous suivent qu'ils augmentent, quoi. C'est-à-dire, je sais pas si c'est comme ça qu'on appelle un ratio, mais en tout cas, le bénéfice, quoi, de tout cet investissement en temps et en argent, hein, parce que ça, je sais que c'est énorme aussi, l'achat du piano, les cours de piano, les formations que vous avez achetées chez moi ou chez d'autres personnes. C'est énorme. Mais pour quel résultat? Alors, donc, il y a un moment, il faut agir. Et il faut vraiment exiger de vous, allez, c'est bon, maintenant je vais jouer, je vais être en capacité de jouer. Pour moi, pour les autres, pour partager et pour militer aussi pour un monde où on est tous, on est un peu plus musiciens et on montre de la vraie musique aux gens. Voilà, bon, je me lance pas plus loin sur ce sujet parce que sinon je suis encore là après-demain. Maintenant, si tout ça vous a plu, si vous aimez ce genre de partage et si ça vous donne envie d'être suivi par moi pour vous aider, après tout, pourquoi pas, je peux tout à fait vous aider à faire ça. Donc vous avez l'accompagnement Piano-Me, donc là qui est un accompagnement individuel. Vous avez les stages que j'organise maintenant. Vous en avez d'ailleurs un en juillet où il reste des places. Je vous invite à vous renseigner, à aller voir donc sur mon site apprendre-à-jouer-du-piano.com, sur ma chaîne YouTube aussi. Vous trouvez dans la description des vidéo, les liens de tout ça. Ensuite, si vous n'êtes pas inscrit à ma newsletter, je vous invite à le faire parce que comme ça, vous aurez une adresse email à qui poser la question. Et ensuite, voilà, vous avez aussi la possibilité de demander un stage d'une journée. Ça, c'est une toute nouvelle offre. Un stage d'une journée juste pour vous, de 10h à 17h, à Bordeaux, hein, bien évidemment, ou même pourquoi pas en ligne, pourquoi pas. Si ça vous intéresse vraiment, demandez, dites, voilà, moi je voudrais une journée juste pour moi, j'aime pas les abonnements comme Piano-Me, etc., ça m'intéresse pas, je voudrais une journée juste pour moi, mais j'habite loin de Bordeaux, est-ce que je pourrais avoir un stage par Zoom, hein, par vidéoconférence, et à ce moment-là, mon assistant ou moi-même, on vous répondra. Voilà, je vous remercie beaucoup, à très très vite sur la chaîne Les Clés du Piano, sur le podcast Apprendre à jouer du piano, et sur le blog également apprendre-à-jouer-du-piano.com. À bientôt. Free audio post-production by alphonic.com.